Bonjour les addicts, j'espère que vous allez bien. Avant de vous proposer mon décryptage de l'épisode 10 de la saison 2, je voulais vous passer une petite info. Pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu sur les réseaux sociaux, j'ai publié sur mon site internet, dont l'adresse s'affiche là en bas de l'écran, un décryptage du trailer de la bande-annonce de la saison 5 qui a été diffusée il y a quelques jours maintenant. Vous verrez, j'essaye de décrypter image par image quasiment avec des captures d'écran à l'appui, ce qu'on peut essayer de deviner de ce que sera la saison 5. Normalement, il n'y a pas trop de spoilers, donc vous pouvez y aller quasiment les yeux fermés. N'hésitez pas. Le titre de ce 10e épisode de la saison 2 est Preston Pans, et donc c'est le nom d'une grande bataille historique des Jacobites contre l'armée anglaise. Et c'est effectivement un épisode qui est conforme à ce qu'on en attendait. Depuis quelques épisodes, on sentait bien qu'on allait avoir droit à un épisode complet ou quasi complet sur une bataille. Moi, je retiens mon souffle une grande partie de l'épisode. C'est assez sous tension, même si je dois reconnaître, alors je ne sais pas si vous partagez mon sentiment également, mais moi je me suis beaucoup ennuyée lors des 20 premières minutes à peu près de l'épisode. Alors déjà, on ne voit pas du tout Claire pendant ces 20 premières minutes, et c'est assez déstabilisant. On se demande où elle est et ce qu'elle fait. Et puis, je vous remets ça en tête, même si je mets des images en même temps, mais donc ces 20 premières minutes sont consacrées aux discussions, aux tergiversations des commandants de l'armée jacobite autour du prince, du Bonnie Prince Charlie. Il y a beaucoup de confusion. Déjà, dans ce qui est montré à l'écran, bien sûr, ça dit un peu les mésententes entre les commandants. Mais il y a aussi de la confusion pour nous, téléspectateurs, parce qu'on ne sait pas vraiment qui est qui, et qui parle, et qui a le dessus, et qui sont ces gens. C'est la première fois qu'on les voit, et il y en a beaucoup, et c'est difficile à comprendre. Et je pense que c'est ce qui a contribué à mon ennui, en fait, sur ces 20 premières minutes. Ensuite, je le disais, on est très tendu, on retient son souffle pendant l'épisode, parce que, bien sûr, il y a beaucoup de tension pendant la bataille. Et soit dit en passant, c'est du vraiment très, très beau cinéma. Je trouve que ça joue beaucoup sur les silences, sur le bruit, sur l'accompagnement musical. Ce brouillard qui n'est définitivement pas un mythe en Écosse. Les armes utilisées, des épées, des mousquets, les chevaux... ce sang qui gicle, les blessures, si on fait attention, on voit même un bras amputé. Pour la petite anecdote, c'est un vrai vétéran de guerre qui joue ce figurant-là. Donc, il a vraiment eu le bras coupé. Et puis, pour vous donner encore une autre anecdote, pour bien faire garder ce brouillard pendant toute la scène, comment le réalisateur a utilisé une grande tente de, je crois, 80 mètres sur 40 mètres de large. Et puis, donc, ils ont mis bien sûr du brouillard artificiel, ce qui fait qu'on a cette ambiance vraiment terne pendant toute cette séquence. Je trouve aussi que certaines images sont très graphiques, très belles, et j'en retiendrai une seule, c'est cet Anglais qui dort littéralement debout juste avant l'attaque et la charge des Highlanders. C'est joli, c'est joli à regarder, voilà, c'est très graphique. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette bataille, elle survient après une nouvelle charge de Highlander. Ils ont encore une fois joué sur l'effet de surprise, et ça a marché. Et ce qu'on peut noter, c'est que malgré les différences entre les Anglais et les Écossais, et différences plutôt en faveur des Anglais si on s'en réfère à l'histoire, ils étaient mieux organisés, mieux armés, mieux préparés aussi. C'était une vraie armée, alors que les Highlanders, ma foi, voilà, on l'a bien vu, ce sont des recrues parmi les métayers, les paysans des différents clans. Et donc, malgré cette différence qui pourrait être en faveur des Anglais, sur cette bataille-là, c'est l'effet de surprise des Écossais qui a permis de remporter la victoire. Ce que je peux dire aussi sur cet épisode, c'est que malheureusement, il est difficile de nous montrer une bataille sans qu'il y ait de morts. Et évidemment, pour que ça nous touche, il faut qu'on se sente concerné. Et puis, voilà, c'est Angus qui doit quitter l'armée jacobite, qui doit quitter
les gens et les personnages que l'on aime et que l'on apprécie. Et puis si on s'en réfère aussi à la scène d'ouverture, hein, où Claire découvre un Highlander mort dans un fossé dans la forêt, ça nous donnait déjà le ton en fait de l'épisode qui est finalement empreint d'une certaine tristesse. Je trouve également que cet épisode permet de beaux développements des personnages qui révèlent leur personnalité et la profondeur de leur personnalité, en fait, ce qu'ils sont vraiment. Bien sûr, on découvre un peu plus Jamie, hein, qui est leader presque malgré lui. Alors, il assume ce rôle, bien sûr, mais il n'hésite pas à montrer ses failles et j'en parlerai. On découvre aussi Murdoch, je trouve, qui a été, qui a une belle scène et c'est vraiment une scène, ça, pour développer son personnage. Je ne parle même pas de Dougal, enfin si, j'en parlerai justement. Et on découvre un peu plus le prince et là aussi, je le développerai dans mes zooms. Ce que je peux dire aussi, c'est que cet épisode est basé sur des faits historiques qui avaient déjà été super bien retraduits, bien sûr, par Diana Gabaldon. Cette histoire de marécage qui sépare les Jacobites des Anglais, c'était réel. La mésentente entre dans le commandement qui est autour du prince Charles, c'était réel aussi. L'information par Anderson d'un passage dans le marécage, tout ça, c'est réel. Et puis voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur cet épisode dans mes impressions générales. On se retrouve tout de suite pour mon top et mon flop. Ce que je n'ai pas aimé dans l'épisode d'un point de vue émotionnel, bien sûr, c'est la mort d'Angus, avec ce twist assez inattendu et qui nous bouleverse. On s'inquiète pendant quelques minutes pour Rupert, qui est quand même méchamment blessé sur le flanc. Et bim, c'est Angus qui meurt. Franchement, on ne l'a pas vu venir. Et c'est d'autant plus... triste et chargé émotionnellement, lorsqu'on le voit se noyer dans son sang. Alors, cela mis de côté, ce que j'ai moins aimé, là, plus d'un point de vue montage et scénaristique, c'est la scène d'ouverture. Pour la petite info, la bataille de Preston Pans a eu lieu un 21 septembre. Du coup, la scène que l'on observe est censée se passer un peu avant cette bataille. Donc, c'est difficilement explicable qu'il y ait de la neige, même si le climat en Écosse est connu pour être capricieux. De la neige en septembre, ça a déjà dû arriver, remarquez. En tout cas, ouais, ça fait bizarre. Et alors justement, pour avoir écouté Ron Moore et qui débriefait un peu cet épisode, il expliquait que en réalité, cette scène d'ouverture où Claire découvre le Highlander mort dans un fossé avait été tournée pour l'épisode 12. Donc du coup, on comprend mieux la présence de la neige, etc. Ça s'explique mieux. Et donc, ils ont choisi de la mettre là en démarrage de cet épisode pour qu'on puisse rentrer un peu plus tranquillement dans l'épisode justement, parce que sinon ça aurait commencé directement avec les disputes entre les commandants de l'armée jacobite. Et alors, mon top et ma scène top, c'est ce joli moment entre Claire et Jamie, juste avant que Jamie ne parte pour la bataille. J'ai choisi de relever cette scène, c'est sans doute mon côté un peu fleur bleue. Et je la trouve touchante, je la trouve belle. Ce sont des beaux adieux. On sent tout l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Ils ne se disent pas grand-chose, mais on sent bien dans leur regard et dans leurs gestes qu'il y a plein de choses qui passent. Et ce que j'aime aussi beaucoup, alors c'est dans la version originale, et c'est une phrase que Claire a déjà dit par ailleurs et que j'avais déjà relevée dans de précédents décryptages. Lorsque Jamie part, elle lui dit « On your way, soldier ». Et si vous vous souvenez, dans l'épisode 1, elle lui dit aussi dans l'épisode 8, je crois. Enfin, c'est une petite phrase gimmick comme ça qui revient assez régulièrement. Et voilà, j'aime beaucoup, moi, quand il y a des petits rappels et des petits clins d'œil qui sont faits comme ça. Je trouve ça sympa.
Pour démarrer mes zooms, j'avais envie de vous donner quelques précisions historiques parce que, comme je le disais tout à l'heure, les 20 premières minutes de l'épisode sont assez floues et j'ai cherché à comprendre qui était qui et du coup, je vais vous faire profiter de mes recherches. Alors, je le disais, il y a de grosses tensions dans l'entourage du prince et notamment dans son commandement et on retrouve surtout deux personnes très fortes, hein, donc c'est Lord Murray et aussi Sullivan. Donc, ce sont les deux personnes qui s'affrontent et qui s'écharpent littéralement devant le prince. Alors, Lord Murray, c'est un militaire qui a d'abord servi les Anglais et qui a rallié tardivement Charles Stuart. Quelques semaines avant Preston Pans, il était encore au service des Anglais. Donc, vous voyez un petit peu l'aura qu'il traîne derrière lui et puis la suspicion que Sullivan, par exemple, peut avoir vis-à-vis de lui et de ses intentions. Alors ça n'est pas dit dans la série, mais en faisant des recherches historiques, c'est ce qu'on retrouve. Et Sullivan, lui, c'est un exilé franco-irlandais qui a passé beaucoup de temps en France en tant que militaire. Et c'est une connaissance assez ancienne du prince. C'était le précepteur de Charles Stuart qui a présenté Sullivan à Charles Stuart. Et donc, Murray, lui, passe pour avoir des idées assez dépassées, hein, de raisonner comme avaient raisonné les généraux et le commandement des Jacobites lors de la première rébellion en 1715, alors que Sullivan, lui, ce qui lui est reproché, c'est de finalement risquer la vie de gens dont il se soucie peu. Hein, je l'ai dit, c'est un exilé irlandais, donc les clans, les Highlanders, c'est finalement ce ne sont pas des gens de sa famille ou de son sang, ou enfin, vous voyez, de son pays. Et d'après les historiens, ces mésententes entre ces deux commandants sont une des causes de l'échec de la rébellion. D'ailleurs, on voit dans la série les chefs de clan qui sont un peu plus en retrait et dont fait partie Jaime sont dépités de cette absence de décision. Et ça m'amène à parler du prince. Alors, Bonnie Prince Charlie est très jeune, hein, il est sans expérience. On le déteste, clairement. Il semble tellement stupide, précieux, cette façon qu'il a de tendre la main à tout bout de champ pour qu'on lui fasse le baise-main. Et puis ce qu'on remarque, et c'est ce qui nous agace au plus profond, au plus haut point, c'est qu'il a du mal à prendre des décisions seul. Et quand il en prend, on a vraiment l'impression que ce sont les mauvaises. Il est très influençable, il est manipulable et pour le coup, vraiment, il ne fait pas du tout un bon leader. Et puis ce qu'on découvre dans cet épisode, c'est que il a un problème avec son père, hein, un problème de positionnement. Il dit à Jaime que son père ne l'aime pas. En gros, hein, c'est ça. Donc, il veut sans doute... il se met une pression pour mener à bien cette rébellion, pour faire plaisir à son papa. Je vais le dire comme ça. Et ce qui participe un peu, de l'idée qu'on se fait de lui, c'est son costume. Alors, vous irez voir une petite vidéo que j'ai publiée sur la chaîne, donc, que j'ai traduite, où on voit l'acteur qui joue le prince et Jaime discuter. Et l'acteur dit qu'il est habillé comme un shortbread humain. Je trouve ça vraiment drôle et c'est vraiment l'effet que ça fait. Alors, néanmoins, on ne peut pas en vouloir aux équipes de costumes et aux équipes de Terry Dresbach, puisque en fait, le costume qu'il porte dans cet épisode, hein, ce tartan rouge, c'est une réplique du costume qu'on voit porter, que Bonnie Prince Charlie porte sur un tableau qui est assez célèbre de lui. Et j'en reviens à la bataille de Preston Pans, même si j'en ai déjà parlé, c'est effectivement une bataille qui a été gagnée grâce à l'effet de surprise. Il y a eu très peu de pertes chez les Jacobites. 30 morts, 70 blessés environ. Et les armées étaient équilibrées en nombre, hein, à peu près 2500 hommes chez les Anglais et autant chez les Jacobites. Mais en revanche, les forces n'étaient pas équilibrées au niveau des armes. Et d'ailleurs, on le voit dans l'épisode, hein, les Anglais se battent avec des mousquets, des pistolets, et puis ils sont aussi beaucoup à cheval, alors qu'on voit que les Highlanders, eux, ont des poignards, des épées, très peu d'armes à feu. Et ce qui est très très bien représenté dans l'épisode, c'est que les Anglais battent très rapidement en retraite, hein, même si leurs généraux les exhortent à poursuivre et à continuer. En fait, ils prennent leurs jambes à leur cou et ils s'en vont. Et pour la petite histoire, il y a eu 1500 prisonniers qui ont été faits du côté anglais à l'issue de cette bataille. Donc c'est énorme, c'est énorme.
Sans transition, mon zoom suivant va concerner Claire et Jamie. Et je dirais que dans cet épisode, ils apparaissent tous les deux comme deux leaders, chacun dans leur domaine. Et, et je trouve qu'au niveau du montage de l'épisode, ça a été très bien fait. Et on voit un beau parallèle qui les montre tous les deux aux responsabilités. Donc Claire dans son hôpital de campagne, qui coach des femmes ignorantes des principes d'hygiène de base, avec des visages qui expriment un peu le doute par rapport aux conseils que Claire peut donner. Alors, quand je parle des principes d'hygiène de base, ce sont ceux que Claire a emportés avec elle, bien sûr, du XXe siècle. Au XVIIIe, elle n'avait pas connaissance de tout ça, bien sûr, des microbes, etc. Et puis, on retrouve aussi... les femmes que Claire coach sont des femmes qui ont peur et c'est bien normal. Elles n'ont pas non plus été habituées à être en arrière-garde de bataille ou de guerre. Et puis de l'autre côté, on a Jamie qui se retrouve dans le conseil de guerre du prince et qui a l'air d'être spectateur, mais on se rend compte qu'il a toujours, que le prince lui prête toujours une oreille attentive et lui demande conseil et l'écoute. Et on sent bien que Jamie, lui, il doit composer avec ce doudingue, on va dire comme ça, et en même temps gérer ses troupes et les tensions qui apparaissent forcément avec la nervosité à l'approche d'une guerre, c'est complètement normal. Et puis aussi, Jamie est occupé à flatter l'ego de Dougal ou à canaliser un peu cet oncle, on va dire, un peu immaîtrisable. Et donc Claire et Jamie sont tous les deux sur deux face aux autres. Mais évidemment, en proie au doute lorsqu'ils sont en présence l'un de l'autre ou en présence de ceux à qui ils peuvent se confier. Et j'en parlerai, la scène où Murtock se confie à Jamie et Jamie fait un peu pareil en retour. Bien sûr, Claire se questionne sur l'histoire et sur ce qu'elle en sait, sur ce qu'elle en connaît et du coup sur ce qu'elle appréhende. Et pour finir de parler de ces deux-là, je trouve que lorsqu'ils se retrouvent, ce sont de beaux moments d'intimité. Il y a deux belles scènes. D'abord, leur au revoir avant la bataille, j'en ai déjà parlé dans mon top. Et puis, les retrouvailles après la bataille, il y a peu de mots, juste des regards, encore une fois, des gestes. C'est très émotionnel, c'est très passionnel, mais on sent bien le plaisir qu'ils ont tous les deux de se retrouver. C'est la première fois que Claire laisse partir Jamie à la guerre, à la bataille, et on sent vraiment tout son soulagement de le retrouver. Et voilà, quand on a deux belles scènes comme ça, franchement, on n'a pas besoin de plus. Moi, ça me va bien, j'adore. Pour mon zoom suivant, j'avais envie de me faire plaisir et de vous parler de Fergus parce qu'on le voit un peu plus dans cet épisode et on le découvre, mais qui s'ennuie au milieu des femmes. Il n'aime pas vraiment qu'on l'assigne à des tâches qu'il considère comme étant plutôt des tâches de femmes. Et d'ailleurs, ça m'a fait sourire de l'entendre dire travail de femme dans l'épisode parce que il le dit également. Alors dans une scène coupée, si vous voulez aller la revoir, c'est celle que j'ai appelée Histoire de Pou sur la chaîne YouTube. Et il dit déjà ça, travail de femme. Mais c'est vrai que Claire en fait se fait fort de le garder près d'elle pour avoir un œil sur lui et puis pour éviter qu'il soit trop au milieu des hommes, des Highlanders et de leurs discussions guerrières. Et on le retrouve tout content qu'on lui confie la mission d'aller trouver Jamie lorsqu'il ramène Anderson. Et lorsqu'il est face à Claire et Jamie, juste avant la bataille, il demande l'autorisation de suivre les hommes sur le champ de bataille. Et comme la réponse lui plaît pas, il désobéit. Donc c'est vraiment un petit garçon de 10-11 ans. Il a bien envie de faire comme il veut. Et je trouve que c'est chouette parce qu'on découvre que Claire a une réelle inquiétude vis-à-vis de Fergus. Je trouve que c'est bien qu'on la voit s'inquiéter pour lui. C'est pas juste une personne de plus, il compte vraiment pour elle. Et on sent chez elle une volonté de le protéger et de prendre soin de lui. Et dans l'interaction entre Claire, Jamie et Fergus, on
C'est comme si c'était une famille, en fait. Je disais déjà dans le décryptage précédent, Fergus fait partie de leur famille. C'est le fils qu'ils n'ont pas. Et on retrouve des instincts paternels chez Jamie et surtout chez Claire, un instinct maternel qui ressort clairement. Et c'est très net quand elle le retrouve juste après la bataille. Euh, et si je parle de Fergus au milieu du champ de bataille, je trouve que là, la mise en scène, elle est très belle, hein. Ce Fergus tout seul au milieu des hommes qui se battent avec juste un poignard en main, on se demande comment il a survécu. Et je trouve que décidément, ce jeune garçon vit des choses très dures pour un enfant de son âge, et très courageux et en même temps, avec ses yeux tout innocents, ses grands yeux ouverts, on se dit qu'il vit des choses pas faciles. Transition pas facile puisque je viens de parler de l'innocence de Fergus et que maintenant je vais vous parler de Dougal, cet homme qui nous apparaît comme étant un guerrier sans scrupules et un guerrier sanguinaire dans cet épisode. Et aussi pour faire écho à ce que Claire lui avait balancé à la tête dans un épisode précédent, on constate aussi son ego surdimensionné et voilà le fait qu'il se soucie de se faire bien voir du prince, ça en dit long également sur son caractère. Alors l'épisode démarre avec un acte de bravoure de sa part puisque Jamie a tellement bien manœuvré que Dougal se propose pour aller tâter le terrain et voir jusqu'où on peut aller dans le marécage qui sépare les Écossais des Anglais. Mais en réalité, c'est également un acte intéressé puisqu'il le dit, hein, il a envie de se faire bien voir, de récolter les honneurs de la part de Charles Stuart. Et lorsqu'il revient de ce repérage, alors avec une petite égratignure à la tête, hein, il est quand même pas passé loin des balles de mousquet des Anglais. Je trouve ça assez drôle, la façon dont Charles Stuart vient l'étreindre et le câliner, le fait qu'il lui touche la barbe. On sent quand même que Dougal n'est pas très à l'aise avec ces gestes-là et qu'il n'est pas forcément très habitué à ces marques d'affection. Il ne sait pas trop bien quoi faire avec ça. Et je trouve que la chute de cette scène est drôle également, hein, quand Dougal dit qu'il faut qu'il aille se changer parce qu'il a fait dans son froc. Franchement, on ne s'attend pas à ça de sa part. Et donc, à ce moment-là, on rit avec lui, hein. Et puis, quelques temps après, dans la scène suivante qu'on découvre, qui est focalisée sur lui, franchement, on le déteste. Sur le champ de bataille, il finit le boulot, hein, il va achever les soldats anglais qui sont blessés. Et on voit qu'il s'en donne à cœur joie. Et alors, le pire du pire du pire, c'est quand il exécute le pauvre lieutenant Foster. C'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Il ne fait preuve d'absolument aucune humanité puisque ce jeune soldat anglais lui demandait de l'aide. Et après tout, il aurait pu être fait prisonnier, hein, tout simplement. Et ça nous touche d'autant plus parce que c'est un Anglais qu'on aime bien. On l'avait découvert dans la saison 1, à la fin de l'épisode 5, lorsqu'il avait proposé son aide à Claire. Il avait repéré qu'elle était anglaise et avait dû sentir qu'elle n'était pas forcément à sa place parmi les Écossais, si vous vous souvenez bien. Et voilà, je trouve que c'est l'antithèse du seul soldat anglais auquel on s'est réellement intéressé en profondeur jusque-là, c'est-à-dire Black Jack Randall. Et pour le coup, Foster, il est jeune, il nous paraît sympathique et on est dégoûté du sort que lui réserve Dougal. Et Dougal, d'ailleurs, hein, quand il s'assoit à côté de lui pour parler, on remarque, hein, il l'écoute au départ, mais il y a un petit switch qui se fait dans son cerveau au moment où Foster lui dit que les Écossais ne pourront pas gagner la guerre. C'est un vrai défi pour lui, et là, il voit rouge. Et il déteste viscéralement les Anglais. D'ailleurs, dans la scène suivante, son arrivée fracassante dans l'hôpital de campagne de Claire, il est brutal, il est sans concession. On sent qu'il ne veut pas de prisonniers, il veut exterminer les Anglais. C'est vraiment ça son objectif, son but. Et pas de chance pour lui, le Bonnie Prince Charlie est présent et il est carrément humilié par lui. Si on fait le parallèle avec le câlin auquel il a eu droit quelques dizaines de minutes avant, et là, ouais, franchement,
il garde la tête basse et il a un peu la queue entre les jambes, Dougal. On jubile un petit peu quand même qu'il se fasse rabaisser à ce point-là. Et Jamie, je le trouve effectivement très très habile encore une fois. Il manœuvre pour éloigner Dougal, mais en lui sauvant un peu les honneurs et en lui sauvant sa tête. Et j'aime beaucoup le fait que Dougal remarque que Jamie a des idées similaires à celles qu'aurait pu avoir Colum, son frère. Et on comprend aussi mieux pourquoi Colum ne veut pas que ce soit Dougal qui lui succède à la tête du clan Mackenzie. Franchement, c'est vraiment Dougal un sauvage. Hein. Il nous met mal à l'aise, très très clairement. Pour terminer mes focus, j'avais envie de me pencher sur les dernières pensées des guerriers avant la bataille, et notamment sur les duos d'amitié masculine, on appelle ça des bromances en anglais, qui nous sont donnés à voir dans l'épisode, et il y en a au moins 3. La première, pour moi la plus importante à mes yeux, c'est celle que l'on observe entre Murtagh et Jaime. J'aime beaucoup la façon dont Murtagh fait part de ses états d'âme à Jaime et du fait que ça lui importe, que sa mort veuille dire quelque chose, qu'il se batte pour quelque chose, qu'on se souvienne de lui une fois sa mort, et surtout s'il s'est dévoué pour une cause, pour son pays ou pour quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Et on retrouve Murtagh qui se demande un peu ce qu'il fait là. Entre parenthèses, il n'aime pas du tout le prince, on le sait, on le sent. Mais je trouve qu'au travers de cette scène, on ressent encore une fois le lien fort qui unit Jaime à son parrain. Ils peuvent se livrer sans concession sur leurs états d'âme. Et c'est vrai que dans cette scène-là, Jaime ne joue pas le leader qui remonte le moral à ses troupes. Il est vrai, et il fait preuve de beaucoup de compassion, et il partage lui aussi en fait ses questionnements et ses états d'âme. On redécouvre un peu plus Murtagh et la profondeur que peut avoir ce personnage. Et pour le coup, là, je viens de parler de Dougal, tous les opposent, ces deux-là. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on comprend dans cet épisode que Claire et Jaime lui ont tout dit par rapport à la rébellion jacobite et aux issues des différentes batailles, notamment Prestopins et Culloden. Une autre bromance, c'est entre Kincaid et Ross. Donc ces deux personnages, ces deux guerriers jacobites écossais Highlander, on les a découverts seulement dans l'épisode précédent. On n'a pas vraiment eu le temps de les découvrir ni de s'attacher à eux. Mais ils ont une petite scène là, justement, dans l'épisode, au moment où ils échangent leurs dernières pensées avant d'aller dans la bataille, qui fait qu'on s'attache à eux. Donc ce sont deux paysans, deux métayers de la Librock, très probablement. Avec beaucoup de courage. Ils ont été enrôlés dans cette armée jacobite. Voilà, alors certainement malgré eux, on ne sait pas trop les convictions qu'ils ont, ils n'en parlent pas. Et on peut imaginer que des soldats tels qu'eux pouvaient avoir ce genre de discussion juste avant d'aller à une bataille. On sent qu'il y a une vraie amitié entre eux, et d'ailleurs on est triste quand Kincaid meurt. Mais comme Claire, si vous vous souvenez, on passe assez vite à autre chose. Elle ferme les yeux de Kincaid et elle va voir ses autres blessés, elle ne s'attarde pas. Et nous, c'est un peu pareil. Et ce qui nous fait vraiment réagir et nous fait prendre conscience que lors des guerres, on perd des gens qui nous sont chers, c'est la mort d'Angus, j'en ai déjà parlé. Et on retrouve ce duo, Ripper et Angus, pour la dernière fois ensemble à l'écran. Et donc on a toujours ces échanges un peu drôles entre eux. Et d'ailleurs, Angus, on l'a vu écouter Kincaid et Ross. On l'a vu écouter attentivement leurs discussions sur ce qui aurait lieu de faire si l'un des deux mourait au combat. Et c'est d'autant plus drôle, c'est que Angus, quelque temps avant, il avait failli en égorger un des deux lorsqu'ils étaient sur le camp, autour d'un feu. Et la discussion qui est engagée par Angus avec Rupert, dans laquelle il lui dit « tu n'auras qu'à prendre mon épée », c'est drôle, parce qu'il est maladroit, mais on sent qu'au fond, il veut montrer avec cette discussion qu'il est attaché à Rupert. Et même s'il s'y prend mal, voilà, on est touché. Et
Et d'ailleurs, le fait qu'il dise à Rupert qu'il pourra avoir son épée, c'est la première chose que Rupert va chercher quand Angus meurt. Et on ressent toute la détresse et la tristesse de Rupert à la mort de son ami. Et pour un petit peu poursuivre et vous donner une anecdote de production et de scénario, les scénaristes se sont longtemps demandé et ont longtemps hésité pour savoir lequel des deux ils allaient faire mourir, parce que par contre, il était évident qu'un des deux devait mourir dans cette bataille. Et ils ont choisi Angus parce qu'ils trouvaient plus intéressant d'étudier la réaction de Rupert après la mort de son copain. C'est vrai que ça n'aurait pas été vraiment la même chose, ça n'aurait pas pu être traité de la même façon si ça avait été l'inverse. On sent moins de... je sais pas, Angus est plus rude en fait, hein, donc travailler sur sa tristesse, ça aurait été sans doute un peu plus compliqué. Alors c'est le chapitre 36 et uniquement celui-là qui a servi de matériel de base pour l'écriture du scénario de cet épisode. Et moi je trouve globalement que l'ambiance et l'impression générale est assez respectée. Alors bien sûr, comme à chaque fois, il y a des petites différences et des adaptations, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Claire se sert de Fergus comme d'un messager. Il porte des courriers à droite et à gauche sur le camp des Highlanders. Et Claire demande notamment l'aide à une femme qui s'appelle Jenny Cameron et qui en fait a conduit elle-même 300 hommes de son clan vers Charles Stuart. C'est cette femme qui aide Claire à installer son hôpital de campagne. Ce qui diffère, c'est que Fergus, lorsqu'il revient du champ de bataille, hein, donc il a aussi faussé compagnie bien sûr à Claire, il arrive sur un canon. Donc je trouve qu'en termes d'image, en tout cas dans le roman, on se fait une idée de Fergus triomphal sur le canon. Alors c'est pas tout à fait le cas, hein. Il est tout aussi désorienté que dans la série. Dans le roman, ce qui est un peu plus détaillé, c'est l'activité frénétique qu'elle a dans son hôpital de campagne, hein, et puis ses inquiétudes. C'est beaucoup plus palpable dans le roman. Ensuite, à la fin de la bataille, quand le prince arrive dans l'hôpital, il passe auprès de chaque blessé, qu'il soit anglais comme écossais. Il a une petite parole, un petit geste. Je trouve que c'est beaucoup plus humain que le Bonnie Prince que l'on trouve dans la série. Jamie est blessé dans le roman. C'est lui qui a une entaille de 15 cm sur le flanc entre les côtes, et non pas Rupert. C'est Kincaid également qui meurt dans le roman, mais c'est Jamie qui s'occupe de lui et qui est avec lui pour son dernier souffle. Ce qu'il y a également, c'est un blessé qui arrive et qui est en fait blessé au testicule. Et c'est assez drôle puisque Jamie feint de vouloir le recoudre avec ses grosses paluches. C'est finalement Claire qui s'en charge, avec quelques lignes quand même rigolotes, parce qu'évidemment, ce blessé n'avait pas très envie de se faire toucher à cet endroit-là par une femme, infirmière ou pas. Claire veille toute la nuit, passe auprès des blessés. On a un peu plus de détails sur les suites en fait de la bataille et puis les premières et deuxièmes nuits. Et après coup, c'est Jamie qui raconte comment s'est passée la bataille, puisque je le redis, hein, on a moins cette impression maintenant dans la série, mais dans le roman, c'est vraiment Claire la narratrice. Et donc, elle n'était pas sur le champ de bataille, et donc c'est par la bouche de Jamie qu'on apprend tout ce qui s'est passé, et c'est sous forme de flashback, en fait. Et cette section, enfin ce chapitre se termine par une belle scène entre Claire et Jamie. Ils s'éloignent un peu du camp dans un sous-bois. Jamie creuse la terre pour créer un lit de fortune avec un tapis de feuilles. Ils sont épuisés, mais ils trouvent encore la force de faire l'amour et ils s'endorment. Donc c'était une jolie façon de clôturer ce chapitre qui était aussi très intense et voilà, une bataille, quoi, donc difficile.
L'épisode se termine avec ce chant des soldats écossais, un chant qui est mi-triste, mi-enjoué, Down Over the Dead Men. Donc c'est un peu un chant qui parle du fait d'être tellement alcoolisé qu'on tombe par terre. Enfin, une ode au dieu Bacchus. Voilà, enfin, ça parle un peu des ravages de l'alcool et de ses bienfaits aussi pour un peu oublier les choses. Et on se rend compte avec ce chant qu'il y a un prix à payer à toute bataille. On sent bien que cette rébellion est une folie et que ça ne peut que mal finir. Hein. J'en ai parlé avec ce prince à la tête d'une armée mal organisée, ce prince qui n'est pas un leader et un commandement autour de lui qui ne s'entend pas. Compliqué. L'épisode se termine également avec un plan sur Rupert, sur sa tristesse, sa détresse. En espérant que l'épisode suivant soit un peu plus gai. Je vous retrouve très vite pour le décryptage de l'épisode 11. En attendant, je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous.